La fumée montait en spirales épaisses vers le ciel de Louisiane. Les flammes dévoraient la grande Maison Blanche, cette demeure qui avait régné sur 300 arpents de terre pendant plus d'un siècle. Les cris des domestiques résonnaient dans la nuit, pendant qu'ils tentaient de sauver ce qui pouvait l'être. Personne ne cherchait le coupable, tous savaient. L'enfant regardait le brasier depuis la lisière des cyprès, là où le bayou commence à avaler la terre ferme. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la boue tiède. Il avait 12 ans et venait d'accomplir ce que les hommes adultes n'avaient pas osé faire. Ses mains sentaient encore le pétrole qu'il avait versé méthodiquement sur les fondations de bois, le long des galeries, jusqu'au rideau de velours du salon principal. Son nom était Ezra. Il n'avait pas de nom de famille, comme la plupart des enfants nés dans les quartiers des esclaves. Sa mère l'appelait son petit guerrier, même quand il n'était qu'un bébé accroché à son dos pendant qu'elle coupait la canne sous le soleil meurtrier. Elle lui disait que son vrai nom viendrait plus tard, quand il aurait accompli quelque chose qui le définirait pour toujours. Ce soir-là, il l'avait trouvé. La plantation Belle Rose s'étendait le long du Mississippi comme une plaie ouverte sur le paysage. Le maître, Antoine Lavergne, avait hérité du domaine de son père, qui le tenait lui-même de son grand-père. 3 générations de cruauté méthodique, d'enrichissement sur le dos de centaines d'âmes brisées. Les Lavergne ne battaient pas leurs esclaves plus que les autres planteurs. Non, leur sadisme était plus raffiné, plus insidieux. Antoine Lavergne avait compris très tôt que la faim contrôlait mieux que le fouet. Les rations étaient calculées au plus juste assez pour maintenir les corps capables de travailler, jamais assez pour donner de la force. Il organisait des distributions supplémentaires de nourriture, mais seulement pour ceux qui dénoncèrent les autres. Un vol de pommes, une chanson interdite, une tentative de fuite à peine ébauchée. Les langues se déliaient contre quelques morceaux de viande salée. La mère d'Ezra s'appelait Selena. Elle était née libre, au nord, fille d'un forgeron et d'une couturière qui avaient économisé pendant 20 ans pour acheter leur liberté. Elle avait grandi en sachant lire et écrire, luxe impensable pour la plupart. Mais la liberté des Noirs, même au nord, restait une chose fragile, conditionnelle, révocable. Elle avait 18 ans quand les chasseurs d'hommes l'avaient enlevée dans les rues de Philadelphie. Ils l'avaient droguée, enchaînée, transportée vers le sud dans une charrette couverte. Les papiers prouvant sa liberté avaient disparu. À leur place, un certificat de vente forgé. Dans le sud, un noir sans papier était un esclave par défaut. La couleur de votre peau était votre condamnation. Lavergne l'avait acheté pour sa beauté et son instruction. Il aimait posséder des choses rares. Selena avait passé 2 ans à servir dans la grande maison, à subir les attentions du maître et les humiliations de son épouse jalouse. Puis elle était tombée enceinte. Madame Lavergne l'avait fait envoyer au champ le jour même où son ventre avait commencé à s'arrondir. Ezra était né dans les quartiers des esclaves, sur un lit de paille humide, pendant que sa mère mordait un morceau de cuir pour ne pas crier. Les nouveau-nés qui pleuraient trop dérangeaient le sommeil du maître. Une vieille femme nommée Abigail avait coupé le cordon et emmailloté l'enfant dans un morceau de toile de jute. Selena l'avait regardé et avait vu dans ses yeux quelque chose d'indomptable. Les enfants des quartiers grandissaient vite ou ne grandissaient pas du tout. Ezra avait marché à 8 mois, parlé à 1 an, travaillé au champ à 4 ans. Il portait de l'eau, ramassait les mauvaises herbes entre les rangées de cannes, chassait les oiseaux qui venaient picorer les graines. À 6 ans, il maniait la faucille presque aussi bien qu'un adulte. Mais Selena ne voulait pas que son fils devienne juste une paire de bras supplémentaires pour enrichir Lavergne. La nuit, quand les contremaîtres dormaient et que seuls les chants lointains des grenouilles troublaient le silence, elle lui apprenait ce qu'elle savait. L'alphabet tracé dans la poussière avec un bâton, effacé aussitôt pour ne laisser aucune trace. Les chiffres comptés sur les doigts. Les histoires des grands hommes noirs, Toussaint Louverture qui avait libéré Haïti, Nat Turner qui s'était soulevé contre l'esclavage en Virginie. Elle lui parlait aussi de Philadelphie, de ses rues pavées, des boutiques où les Noirs libres achetaient et vendaient comme n'importe qui. Elle lui décrivait la maison de ses parents, la forge où son père martelait le fer rouge, l'odeur du pain frais que sa mère cuisait chaque matin. Ces récits n'étaient pas de simples souvenirs. C'étaient des graines de révolte plantées dans l'esprit d'un enfant. Ezra posait des questions. Pourquoi certains hommes possédaient d'autres hommes? Comment des lois pouvaient autoriser de telles horreurs? Sa mère lui expliquait que les lois étaient écrites par ceux qui en profitaient, que la justice n'existait pas pour les esclaves, seulement la violence et le profit. Elle lui disait que la seule loi qui comptait vraiment était celle qu'on portait dans son cœur. Les autres enfants jouaient quand ils en avaient le temps, se battaient pour des billes fabriquées avec de l'argile séchée, construisaient des pièges pour attraper des écureuils.
Ezra les regardait avec une distance étrange. Il passait ses moments libres à observer les allées et venues à la grande maison, à mémoriser les routines des contremaîtres, à noter mentalement où se trouvaient les clés, les armes, les provisions. À 8 ans, il avait déjà tenté de s'enfuir. Il avait volé un couteau de cuisine et s'était glissé dans le bayou au milieu de la nuit. Les chiens l'avaient retrouvé au lever du jour, tapi dans le creux d'un vieux chêne. La vergne l'avait fait fouetter devant tous les esclaves. 10 coups de cravache sur le dos. Séléna avait dû tenir son fils pendant que le contremaître levait le bras encore et encore. Elle avait murmuré à son oreille de ne pas crier, de ne pas leur donner cette satisfaction. Ezra n'avait pas pleuré. Il avait serré les dents et compté les coups. Quand c'était terminé et que le contremaître était parti, sa mère avait appliqué un cataplasme de feuilles broyées sur ses plaies. Elle lui avait dit que s'enfuir seul ne servait à rien, qu'il fallait être plus intelligent que ses ennemis, pas juste plus rapide. Les années suivantes avaient forgé Ezra comme le fer dans la forge de son grand-père qu'il n'avait jamais connu. Il apprenait à ne rien montrer de ce qu'il pensait vraiment, à sourire quand le contremaître passait, à dire oui maître avec la bonne intonation de soumission, à devenir invisible quand il le fallait. Mais il continuait à observer, à planifier, à attendre. Il avait compris que la violence directe n'était pas la solution. Un esclave qui tuait son maître était torturé à mort publiquement pour servir d'exemple. Une révolte ouverte attirait la milice, les chiens, les fusils. Il fallait être plus subtil. Séléna lui enseignait aussi les plantes du bayou, lesquelles guérissaient, lesquelles tuaient, lesquelles faisaient dormir ou vomir. Elle connaissait des dizaines de remèdes et de poisons, savoir transmis par les anciennes, gardé secret depuis des générations. Ezra écoutait avec une attention absolue. Chaque information était une arme potentielle. La plantation comptait près de 200 esclaves. Certains étaient nés là, comme Ezra. D'autres avaient été achetés lors de ventes aux enchères, séparés de leur famille, marqués au fer rouge comme du bétail. Il y avait les domestiques qui servaient à la grande maison et jouissaient de petits privilèges. Les artisans, forgerons, charpentiers, tonneliers, dont les compétences les protégeaient un peu. Et puis la masse des travailleurs des champs, corps usés par le labeur incessant. Un vieil homme nommé Jonas racontait parfois des histoires du temps jadis, quand il était enfant en Afrique. Il parlait d'un village au bord d'un fleuve, de cérémonies sous les étoiles, de sa mère qui tissait des pagnes colorées. Puis les hommes blancs étaient revenus, avaient brûlé le village, enchaîné les survivants. Le voyage dans le ventre du bateau, l'odeur de la mort, les corps jetés par-dessus bord, l'arrivée dans ce monde nouveau qui n'était qu'un immense cauchemar. Jonas avait maintenant 70 ans, dos courbé, mains déformées par l'arthrite. Il boitait depuis qu'un contremaître lui avait brisé la cheville 20 ans plus tôt, pour l'avoir surpris en train de prier dans sa langue natale. La vergne gardait les vieux esclaves, même quand ils ne pouvaient plus travailler efficacement. Non par bonté, mais parce qu'ils servaient d'avertissement vivant. Voilà ce qui vous attend si vous vivez assez longtemps. Ezra passait du temps avec Jonas. Le vieil homme voyait quelque chose de différent chez cet enfant. Une flamme qui refusait de s'éteindre malgré les vents contraires. Il lui apprenait des choses que Séléna ne connaissait pas. Comment se déplacer sans bruit dans la nuit? Comment lire les traces dans la boue pour savoir qui était passé et quand? Comment fabriquer un nœud coulant avec une simple corde? Le 10e anniversaire d'Ezra passa sans célébration. Les esclaves ne fêtaient pas les anniversaires. Le temps s'écoulait différemment pour eux, marqué seulement par les saisons de plantation et de récolte. Mais Séléna lui offrit quelque chose ce jour-là. Un petit couteau qu'elle avait volé des mois plus tôt et caché dans leur cabane. Elle l'avait aiguisé patiemment sur une pierre pendant des semaines. Elle lui dit que ce couteau n'était pas pour s'enfuir ou pour se battre stupidement. C'était un outil, un symbole. Le symbole qu'il était devenu un homme, même si le monde refusait de le reconnaître. Qu'il devait choisir comment utiliser ce qu'on lui donnait, même quand c'était presque rien. L'année de ses 11 ans, Ezra commença à tisser un réseau. Il parlait aux autres enfants, leur posait des questions innocentes en apparence. Qui travaillait où, qui connaissait quoi, qui avait accès à quoi. Il identifiait ceux en qui on pouvait avoir confiance et ceux qui vendraient leur propre mère pour un repas supplémentaire. Il y avait Thomas, 14 ans, qui travaillait aux écuries et connaissait chaque cheval de la plantation. Marie, 13 ans, qui servait à la cuisine et savait où étaient stockées les provisions. Samuel, 12 ans comme lui, fils d'un forgeron, qui pouvait fabriquer n'importe quoi avec un morceau de métal. Et Ruth, 10 ans, petite et discrète, qui passait inaperçue et entendait tout. Ezra ne leur parlait jamais directement de révolte ou de vengeance. C'était trop dangereux. Les murs avaient des oreilles et les enfants bavardaient. Non, ils créaient simplement des liens, des obligations mutuelles. Ils volaient un morceau de pain pour le partager avec Thomas.
Il aidait Marie à porter des seaux d'eau trop lourds pour elle. Il enseignait à Samuel comment lire les premières lettres de l'alphabet, compétence interdite, mais précieuse. Séléna regardait son fils grandir et ressentait un mélange de fierté et de terreur. Elle reconnaissait en lui quelque chose de dangereux, une détermination qui dépassait la simple survie. Elle savait qu'un jour il ferait quelque chose d'irréversible. Elle espérait seulement qu'il lui serait épargné le pire. Mais le destin avait d'autres plans. C'était l'automne 1859. Les tensions montaient partout dans le sud. On parlait de plus en plus d'abolition au nord, de droit des États, de sécession possible. Les planteurs devenaient nerveux, plus durs avec leurs esclaves. La Vergne avait augmenté les heures de travail et diminué les rations. Il avait aussi engagé 2 nouveaux contremaîtres, des hommes brutaux venus de Caroline du Sud, réputés pour leur cruauté. L'un d'eux s'appelait Silas Hatcher. Grand, maigre, visage grêlé par la petite vérole, regard de prédateur. Il portait toujours un fouet à 7 lanières accroché à sa ceinture et prenait plaisir à l'utiliser. Il avait tué 3 esclaves dans sa plantation précédente, officiellement par accident. Personne n'avait été poursuivi. La vie d'un esclave ne valait rien devant la loi. Hatcher remarqua rapidement Séléna. Elle avait 31 ans maintenant, mais restait belle malgré les années de labeur. Il commença à la suivre du regard pendant qu'elle travaillait au champ, à s'arrêter près d'elle sous prétexte d'inspecter le travail, à faire des remarques qui n'avaient rien d'innocent. Séléna l'ignorait autant que possible. Elle savait ce qui arrivait aux femmes esclaves qui attiraient l'attention des contremaîtres. Rien de bon. Elle travaillait plus dur, gardait la tête baissée, évitait son regard. Mais Hatcher n'était pas homme à accepter l'indifférence. Un soir de novembre, il la suivit quand elle retournait au quartier après le travail. Le soleil se couchait derrière les cyprès, projetant de longues ombres sur le chemin de terre. Hatcher l'attrapa par le bras et l'attira vers une des granges. Séléna se débattit, elle cria. D'autres esclaves entendirent, mais détournèrent le regard. Intervenir signifiait la mort. Hatcher la frappa au visage, puis de nouveau. Elle tomba. Il commença à déchirer ses vêtements. C'est là qu'Ezra arriva. Il avait cherché sa mère partout, inquiet de son retard. Il entendit les bruits de lutte, les cris étouffés. Il se précipita vers la grange et vit la scène. Quelque chose se brisa en lui à ce moment-là. Toute la rage accumulée pendant 12 ans, toute l'injustice, toute l'humiliation, tout explosa. Il se jeta sur Hatcher avec son couteau. L'homme était grand et fort, Ezra n'était qu'un enfant. Mais la surprise et la fureur lui donnèrent un avantage momentané. Il planta la lame dans le dos du contremaître, juste sous l'omoplate. Hatcher hurla et se retourna, en voyant Ezra voler contre le mur de la grange. Le garçon se releva immédiatement, couteau serré dans sa main. Hatcher saignait, mais n'était pas gravement blessé. Il dégaina son pistolet. Séléna, à moitié nue et ensanglantée, se jeta entre eux. Elle supplia Hatcher de ne pas tirer, promit n'importe quoi, dit que son fils était fou, qu'elle le contrôlerait. Hatcher ricana. Il remit son arme dans son étui, mais attrapa Séléna par les cheveux. Il dit qu'il allait la donner en exemple, qu'elle allait apprendre ce qui arrivait aux négresses qui élevaient des enfants violents. Il l'entraîna dehors pendant qu'Ezra, sonné par le choc contre le mur, essayait de se relever. D'autres contremaîtres arrivèrent, alertés par les cris. Ils maîtrisèrent Ezra, lui arrachèrent son couteau, le frappèrent jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Ils l'enfermèrent dans un des bâtiments de stockage, pendant que Hatcher traînait Séléna vers la grande maison. La Vergne fut informée de l'incident pendant son dîner. Il termina tranquillement son repas, essuya sa bouche avec une serviette de lin, puis descendit voir ce qui se passait. Hatcher lui montra sa blessure qui n'était qu'une entaille superficielle. Le couteau n'avait pas pénétré profondément. Mais l'affront était majeur. Un esclave avait attaqué un contremaître blanc. C'était inacceptable, intolérable. Si on laissait passer ça, tous les esclaves penseraient en pouvoir se révolter. L'ordre entier de la plantation de la société était menacé. La Vergne ordonna qu'on rassemble tous les esclaves devant la grande maison. Il était presque minuit, mais tout le monde dut venir. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Ils se tinrent en rang silencieux sous les torches, attendant le verdict. On amena Ezra, mains liées, visage tuméfié. On amena aussi Séléna, vêtements déchirés, lèvres fendues. La Vergne se tenait sur les marches de sa maison, dominant l'assemblée. Il parla d'une voix claire et froide. Il expliqua ce qui s'était passé. Il dit qu'un esclave avait tenté de tuer un homme blanc, que selon la loi, cet esclave devait être exécuté. Mais il dit aussi qu'Ezra n'était qu'un enfant, mal éduqué, mal élevé, que la vraie responsable était sa mère. Séléna comprit immédiatement. Elle regarda son fils et vit dans ses yeux la même compréhension terrible. La Vergne allait la tuer à sa place, pour le punir d'une manière bien pire que la mort. Elle ne supplia pas. Elle se tint droite et regarda la Vergne dans les yeux.
Elle lui dit qu'il était un lâche, un monstre, que son âme pourrirait en enfer. Elle cracha à ses pieds. Les contremaîtres se précipitèrent pour la frapper, mais Lavergne les arrêta d'un geste. Il sourit. Il dit que son insolence prouvait qu'elle méritait son sort. Il ordonna qu'on la pende le lendemain à l'aube devant tous les esclaves, pour qu'ils sachent ce qui arrivait à ceux qui défiaient l'ordre naturel des choses. Ezra hurla. Il se débattit contre ses liens, essaya de se précipiter vers sa mère. 3 hommes durent le maintenir. Séléna lui cria de se calmer, de ne pas gâcher sa vie pour rien, que sa mort aurait un sens s'il lui survivait, qu'il devait vivre, devenir libre, raconter leur histoire. On emmena Séléna dans une des granges pour la nuit. On enferma Ezra dans le bâtiment de stockage, cette fois avec un garde armé devant la porte. Il passa la nuit à pleurer, à se cogner la tête contre les murs, à maudire son impuissance. Jonas réussit à s'approcher de la fenêtre baraudée vers 3 heures du matin. Il murmura à Ezra des paroles de réconfort qui ne réconfortèrent rien. Il lui dit que sa mère était courageuse, qu'elle mourrait avec dignité, que le meilleur hommage qu'Ezra pouvait lui rendre était de survivre et de ne jamais oublier. Mais Ezra n'entendait plus. Il était au-delà des mots, au-delà de la raison. Quelque chose en lui avait basculé définitivement. Le garçon était mort cette nuit-là. Seule restait une promesse de destruction. Le jour se leva froid et humide. Un brouillard épais montait du bayou, enveloppant la plantation dans un linceul gris. Les esclaves furent de nouveau rassemblés, cette fois près du grand chêne qui se dressait entre les quartiers et les champs. Un chêne centenaire, massif, aux branches s'étendant comme des bras difformes. On avait jeté une corde par-dessus la plus grosse branche, le nœud coulant pendant dans le vide, obscène. Les contremaîtres formaient un cercle armé autour du lieu d'exécution. Lavergne était là aussi, impeccablement habillé malgré l'heure matinale, pour superviser la justice de sa plantation. On amena Séléna. Elle marchait la tête haute. Son visage montrait les traces de la violence subie, mais son regard restait clair, défiant. Elle balaya l'assemblée des yeux, cherchant son fils. Ezra était là, maintenu fermement par 2 hommes. Leurs regards se croisèrent. Dans cet échange muet, tout fut dit. L'amour, le pardon, l'adieu, la transmission d'une mission. Séléna sourit, un sourire triste mais réel. Elle hocha imperceptiblement la tête, puis elle détourna les yeux. Hatcher se chargea personnellement de l'exécution. Il passa le nœud autour du cou de Séléna avec une lenteur délibérée. Il resserra. Elle ne trembla pas. Lavergne demanda si elle avait des dernières paroles. Elle cracha de nouveau, cette fois atteignant sa botte. Le signal fut donné. Hatcher et un autre contremaître tirèrent sur la corde. Séléna fut soulevée du sol. Ses pieds battirent l'air, cherchant un appui qui n'existait pas. Son visage devint rouge puis bleu. Sa langue sortit de sa bouche. Ses yeux exorbitèrent. Ezra hurla. Un cri animal, primitif, qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Il se débattit avec une force surhumaine, parvint à se libérer un instant, courut vers sa mère. On le rattrapa, on le frappa, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mais ses yeux restaient fixés sur le corps, qui se balançait lentement au bout de la corde. Cela prit longtemps. La pendaison n'est pas une mort instantanée, sauf si le cou se brise, ce qui n'arriva pas. Séléna mit plusieurs minutes à mourir, suffoquant lentement, se débattant de moins en moins, jusqu'à ce que ses mouvements cessent complètement. Même alors, on la laissa pendue pendant 1 heure, pour que la leçon soit bien comprise. Les esclaves regardaient, forcés de témoigner de cette horreur. Certains pleuraient silencieusement, d'autres gardaient un visage de pierre. Tous savaient qu'ils pourraient être les prochains. La peur était le fondement de tout le système. Quand Lavergne jugea que le spectacle avait assez duré, il ordonna qu'on détache le corps. On le jeta dans une charrette comme un sac de grains. Il serait enterré dans le cimetière des esclaves, une fosse commune sans pierre tombale. Séléna rejoindrait les centaines d'autres qui avaient péri avant elle dans cette terre maudite. Ezra fut traîné jusqu'au quartier et jeté dans sa cabane. On lui dit qu'il avait de la chance d'être vivant, que si Lavergne était moins généreux, il aurait été vendu aux mines de plomb ou aux plantations de canne en Amérique centrale, où l'espérance de vie était de 3 ans, qu'il devait se montrer reconnaissant et reprendre le travail dès le lendemain. Reconnaissant, le mot résonna dans l'esprit d'Ezra comme une mauvaise plaisanterie. Reconnaissant qu'on ait tué sa mère devant lui, reconnaissant qu'on lui permette de vivre pour continuer à enrichir son bourreau, reconnaissant de son esclavage. Non, plus jamais il ne serait reconnaissant de quoi que ce soit venant de ces hommes. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Ezra travaillait mécaniquement, mangeait sans goût, dormait sans repos. Les autres esclaves le regardaient avec un mélange de pitié et de crainte. Ils évitèrent de lui parler, comme si le malheur était contagieux. Mais sous l'apparence d'un enfant brisé se préparait quelque chose de terrible.
Ezra ne pensait qu'à une chose, la vengeance. Pas une vengeance impulsive qui le mènerait à une mort rapide et inutile. Non, une vengeance méthodique, dévastatrice, qui détruirait l'Avergne de la manière la plus complète possible. Jonas venait le voir chaque soir. Le vieil homme comprenait ce qui se tramait dans la tête du garçon. Il ne cherchait pas à l'en dissuader. Il avait vécu trop longtemps, vu trop de morts, pour croire encore en la patience ou en une justice qui viendrait d'en haut. Si un enfant de 12 ans voulait se battre, qui était-il pour l'en empêcher? Alors Jonas lui enseigna ce qu'il savait. Comment observer sans être vu? Comment profiter des moments d'inattention? Comment créer des distractions? Il lui parla aussi du feu, ce grand égalisateur. Le feu ne distinguait pas entre le maître et l'esclave. Le feu dévorait tout ce qu'il touchait avec une impartialité parfaite. Thomas, Marie, Samuel et Ruth vinrent aussi, un par un. Ils avaient tous aimé Séléna, qui avait été gentille avec eux, qui leur avait raconté des histoires et partagé ce qu'elle avait. Ils voulaient aider Ezra. Ils ne savaient pas exactement comment, mais ils voulaient faire quelque chose. Ezra leur donna des tâches simples. Observer les rondes des contremaîtres et mémoriser leurs horaires. Noter où étaient stockés le pétrole et l'huile utilisés pour les lampes. Identifier quelle partie de la grande maison était en bois sec. Repérer les échelles et les outils qui pourraient servir. Il fallait être patient, attendre le bon moment. Un moment où les conditions seraient favorables et où il pourrait agir sans être immédiatement découvert. Ezra savait qu'il n'avait qu'une seule chance. S'il échouait, il mourrait. Mais la mort ne l'effrayait plus. Les semaines passèrent. Décembre arriva avec ses nuits froides et ses journées courtes. La récolte de canne touchait à sa fin. Les esclaves travaillaient jusqu'à l'épuisement pour couper et traiter les dernières tiges avant les gelées. L'Avergne pressait ses contremaîtres de maximiser la production. Les quotas augmentaient, les punitions aussi. Hatcher était devenu encore plus brutal depuis l'incident, comme si la petite blessure infligée par Ezra avait libéré quelque chose de pire en lui. Il fouettait pour des fautes imaginaires. Il privait de nourriture ceux dont le visage ne lui plaisait pas. Il violait les femmes esclaves ouvertement, défiant quiconque de protester. Ezra l'observait avec une haine pure et glaciale. Hatcher serait le premier, avant même l'Avergne. Ce monstre devait payer pour ce qu'il avait fait à Séléna, pour ce qu'il continuait à faire aux autres. Le 20 décembre approchait. Les contremaîtres avaient annoncé qu'ils prendraient une soirée de repos ce jour-là pour célébrer la fin de la récolte. L'Avergne organisait un dîner à la grande maison pour quelques planteurs voisins. Ces invités amèneraient leurs propres esclaves domestiques. Il y aurait de la musique, du vin, des conversations sur les récoltes et les prix du sucre. Ezra vit son opportunité. L'attention serait détournée. Les contremaîtres seraient ivres. Les routes seraient animées avec les allées et venues des invités. Personne ne remarquerait un enfant qui se glissait dans les ombres. Il prépara méticuleusement. Thomas vola une petite bouteille de pétrole aux écuries et la cacha sous des feuilles près du bayou. Marie subtilisa une boîte d'allumettes de la cuisine. Samuel fabriqua un petit sac en toile avec des poches pour transporter ce dont Ezra aurait besoin. Ruth mémorisa les rondes de garde et dessina un schéma dans la poussière. La veille du jour J, Jonas prit Ezra à part. Il lui donna quelque chose enveloppé dans un morceau de tissu. C'était un talisman, une petite poupée de chiffon remplie d'herbes. Jonas dit qu'elle avait appartenu à sa mère en Afrique, qu'elle avait traversé l'océan avec lui, survécu à tout. Il dit que les ancêtres protégeraient Ezra, que Séléna serait avec lui. Ezra prit le talisman et le serra contre son cœur. Il remercia Jonas sans mots, juste avec un regard. Le vieil homme hocha la tête. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais le garçon vivant, mais il savait aussi que certaines choses valaient plus que la survie. Le 20 décembre arriva. La journée passa avec une lenteur insupportable. Ezra travailla comme d'habitude, ne montrant rien de l'ouragan qui faisait rage en lui. Quand le soir tomba et que les esclaves furent renvoyés au quartier, il mangea sa maigre ration de gruau et de pain rassis. Il but de l'eau du puits. Il regarda le soleil disparaître derrière les cyprès. Puis il attendit. Vers 10 heures, la plantation s'anima de l'arrivée des invités de l'Avergne. Des calèches tirées par des chevaux bien nourris remontaient à l'allée principale. Des rires, des conversations mondaines. Les domestiques couraient dans tous les sens pour servir les maîtres blancs. La grande maison brillait de toutes ses fenêtres, illuminée par des dizaines de bougies et de lampes à huile. Minuit approchait quand Ezra quitta sa cabane. Il portait ses vêtements les plus sombres, un pantalon et une chemise teint dans de la boue pour absorber la lumière. Son visage aussi était noirci. Il avait le petit sac préparé par Samuel contenant le pétrole, les allumettes, un couteau et le talisman de Jonas. La lune était absente. Parfait. Ezra se glissa entre les cabanes, évitant les rares lampes encore allumées. Il atteignit la limite des quartiers sans être vu.
Devant lui s'étendait une zone dégagée d'environ 100 mètres avant les premiers bâtiments de service de la grande maison. Il attendit. Un contremaître passa, faisant sa ronde, titubant légèrement. Ivre, quand l'homme eut disparu derrière la grange, Ezra courut. Pas en ligne droite mais en zigzag, utilisant chaque ombre, chaque obstacle. 30 secondes plus tard, il était collé contre le mur d'un des hangars. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on l'entende. Il respira profondément, se calma. Il devait réfléchir, pas paniquer. Il écouta les bruits de la nuit. Musique venant de la grande maison. Hennissement lointain des chevaux. Murmure du bayou. Rien d'alarmant. Il continua, hangar par hangar, bâtiment par bâtiment. Il savait où il allait. La grande maison avait des fondations surélevées en bois, typiques de l'architecture louisianaise pour protéger des inondations. Sous la maison se trouvait un espace de rampement, utilisé pour stocker des outils et du matériel. C'était là qu'il frapperait. Atteindre l'arrière de la grande maison prit 20 minutes d'efforts intenses. Ezra devait se déplacer par course sprint, suivi de longues immobilités. Chaque bruit le figeait. Un chien aboya quelque part mais ne vint pas investiguer. Les dieux, les ancêtres, ou simplement la chance étaient avec lui. Il atteignit finalement les fondations. Une petite trappe permettait d'accéder à l'espace de rampement. Elle n'était pas verrouillée. Ezra l'ouvrit lentement, grimaçant à chaque grincement. Il se glissa à l'intérieur. L'obscurité était totale. L'odeur de terre humide et de bois pourri. Des toiles d'araignée lui collaient au visage. Il entendit des rats détaler. Il sortit une de ses allumettes et la gratta. La flamme minuscule éclaira faiblement les environs. Des poutres de soutien s'étendaient dans toutes les directions. Du plancher de la maison au-dessus tombèrent des particules de poussière secouées par les pas des invités qui dansaient. Ezra entendait la musique, les rires, les conversations. Un monde d'insouciance construit sur des fondations de misère. Il déboucha la bouteille de pétrole. L'odeur forte lui piqua le nez. Il commença à en verser sur les poutres, méthodiquement, formant un cercle qui engloberait toute la base de la maison. Le pétrole s'infiltrait dans le bois sec, le rendant hautement inflammable. Ezra vida toute la bouteille, puis sortit. Il devait maintenant atteindre les autres bâtiments. La plantation était un complexe de structures interconnectées. La grande maison, les cuisines dans un bâtiment séparé, les granges, les hangars, les quartiers des domestiques. Tout était en bois. Tout pouvait brûler. Ezra courut vers les cuisines. Personne là. Tous les domestiques étaient occupés à servir à la grande maison. Il entra et trouva des torchons, des linges, qu'il imbiba d'huile de cuisson. Il en fit des boules qu'il plaça stratégiquement près des fenêtres et des portes, créant des traînées d'huile qui se connectaient. Puis il passa aux granges. Là se trouvaient des tonnes de foin, de paille, de céréales. Un seul brasier là-dedans et tout exploserait. Il versa de l'huile sur les ballots de foin, créa des chemins vers l'extérieur pour que le feu se propage dans plusieurs directions. La partie la plus dangereuse restait à faire. Il devait tout allumer dans le bon ordre pour que l'incendie se répande avant qu'on puisse réagir. Il commença par les cuisines, lançant une allumette enflammée sur les torchons imbibés d'huile. Le feu prit instantanément. Il courut vers la grange sans regarder derrière lui. Autre allumette, autre foyer. Puis il retourna vers la grande maison. Il gratta sa dernière allumette, la protégea du vent avec sa main. Il la jeta dans l'ouverture de la trappe sur les poutres imbibées de pétrole. Le feu explosa littéralement. Les vapeurs de pétrole accumulées dans l'espace confiné s'enflammèrent d'un coup. Une boule de flamme surgit de la trappe, projetant Ezra en arrière. Il tomba, roula, se releva. Ses sourcils étaient roussis, ses mains brûlées, mais il était vivant. Et la maison brûlait. Les flammes montèrent le long des murs avec une vitesse terrifiante. Le bois sec, les tapisseries, les meubles, tout était combustible. En quelques secondes, la galerie arrière était englobée. En 1 minute, le feu atteignait le toit. À l'intérieur, le bal continuait. Les invités ne remarquèrent rien au début, la musique couvrant les crépitements. Ce n'est que quand la fumée commença à envahir les pièces que quelqu'un cria. Puis la panique explosa. Les portes étaient trop étroites pour la foule qui se précipitait. Les femmes, en robes volumineuses, se coinçaient. Les hommes poussaient, piétinaient. Les domestiques esclaves essayaient d'aider, mais se faisaient repousser. La fumée épaississait, rendant impossible de voir ou de respirer. Dehors, Ezra regardait le chaos. Il vit des gens sauter par les fenêtres, leurs vêtements en flammes. Il vit la toiture s'effondrer dans une pluie d'étincelles. Il entendit les cris, les appels au secours, les hurlements d'agonie. Il ne ressentait rien. Ni joie, ni pitié, ni regret. Juste un vide glacé où avait autrefois existé un enfant capable de compassion. Les contremaîtres sortaient en courant de leur baraquement, essayant de comprendre ce qui se passait. Ils virent le brasier, réalisèrent l'ampleur de la catastrophe. Certains coururent vers la maison pour tenter de sauver des gens.
d'autres vers les granges pour empêcher le feu de se propager. C'était inutile, le feu avait déjà trop d'avance. Hatcher sortit de son logement, pistolet à la main. Il regarda la grande maison brûler avec incrédulité, puis son instinct prit le dessus. Un feu pareil n'était pas accidentel. Quelqu'un l'avait allumé. Il commença à chercher des yeux, scrutant les ombres. Ezra se tenait près des cyprès, à la limite entre la plantation et le bayou. Il avait une vue parfaite sur la destruction qu'il avait orchestrée. Hatcher tourna la tête dans sa direction. Leurs regards se croisèrent sur une distance de 50 mètres. Reconnaissance instantanée. Hatcher hurla et se mit à courir vers Ezra, levant son pistolet. Le garçon ne bougea pas. Il regarda l'homme qui avait détruit sa mère foncer vers lui avec une rage meurtrière. Il compta les secondes. 30 mètres, 20 mètres. Hatcher visa, pressa la détente. Le coup partit. La balle siffla près de la tête d'Ezra, arrachant un morceau d'écorce du cyprès derrière lui. 10 mètres. Hatcher armait de nouveau son pistolet. 5 mètres. Ezra se jeta sur le côté au moment où le deuxième coup partait. Il roula dans la boue, se releva déjà en train de courir vers le bayou. Hatcher le poursuivit, jurant, rechargeant son arme. Mais Ezra connaissait ce terrain comme sa poche. Il plongea entre les cyprès, sauta par-dessus des racines noueuses, évita des trous d'eau. Hatcher suivait mais perdait du terrain. Il tira 2 autres coups au hasard dans l'obscurité. Les balles se perdirent dans la nuit. Puis un bruit de chute, un cri. Le contremaître avait glissé dans une mare de boue. Il s'enfonça jusqu'à la taille, se débattit. Ezra ne regarda pas en arrière. Il courut pendant ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que 20 minutes. Quand il s'arrêta enfin, complètement épuisé, il était profond dans le bayou. Le feu derrière lui illuminait le ciel nocturne d'une lueur orange. La fumée montait en colonnes épaisses. On aurait dit l'apocalypse. Ezra s'effondra contre un cyprès. Ses mains brûlées le faisaient horriblement souffrir. Ses poumons brûlaient aussi d'avoir tant couru, mais il était vivant. Il avait réussi. La plantation Belle Rose brûlait. Des décennies d'oppression partaient en fumée. La Vergne, si tout se passait comme Ezra l'espérait, était mort dans les flammes. Hatcher était perdu dans le bayou et mourrait probablement de ses blessures ou dévoré par les alligators. Justice avait été rendue. L'aube révéla l'étendue du désastre. La grande maison n'était plus qu'un amas de poutres noircies et de cheminées de briques effondrées. Les cuisines, les granges, plusieurs autres bâtiments, tout était détruit. Des corps calcinés gisaient dans les ruines. On comptait finalement 23 morts, dont Antoine Lavergne et sa femme. Les esclaves regardaient les décombres avec des sentiments mélangés. Certains pleuraient à leur maître, conditionnés par tant d'années de soumission. D'autres dissimulaient mal leur satisfaction. Quelques-uns, comme Jonas, Thomas, Marie, Samuel et Ruth, cherchaient des yeux un certain garçon. Ils ne le trouvèrent pas. La milice arriva au milieu de la matinée, alertée par les fumées visibles à des kilomètres. Le shérif interrogea les survivants. Les contremaîtres, dont Hatcher qui avait réussi à sortir du bayou couvert de sangsues, racontèrent qu'un jeune esclave nommé Ezra était responsable, qu'il l'avait vu, qu'il s'était enfui dans le marais. On organisa une battue. 50 hommes avec des chiens, des fusils, des torches. Ils peignèrent le bayou pendant 3 jours. Ils ne trouvèrent rien. Pas de traces, pas de corps, rien. Ezra semblait avoir été avalé par les marécages. Les autorités offrirent une récompense pour sa capture, morte ou vif. Des chasseurs d'esclaves professionnels vinrent traquer le garçon. Ils sondèrent chaque recoin du bayou. En vain, Ezra était devenu un fantôme. Dans les quartiers des esclaves, des histoires commencèrent à circuler. On disait que l'enfant avait été aidé par les esprits ancestraux, que les alligators le laissaient passer sans l'attaquer, que les serpents venimeux s'écartaient de son chemin, que la boue elle-même effaçait ses traces. Ces histoires grandissaient avec chaque répétition, se transformant en légende. La vérité était plus prosaïque, mais tout aussi remarquable. Ezra avait survécu grâce à ce que sa mère et Jonas lui avaient enseigné. Il connaissait quelles plantes étaient comestibles, comment piéger des poissons et des crabes, ou trouver de l'eau potable. Il se déplaçait la nuit et dormait le jour, caché dans des troncs d'arbres creux ou sur des plateformes improvisées dans les cyprès. Il voyageait vers le nord, lentement, prudemment. Son but était d'atteindre les États libres, peut-être retrouver les parents de sa mère à Philadelphie. C'était un voyage de près de 2000 kilomètres pour un enfant de 12 ans sans ressources et recherché pour meurtre de masse. Les chances de succès étaient pratiquement nulles, mais Ezra avait déjà accompli l'impossible. Il avait détruit l'empire d'un planteur puissant. Il avait vengé sa mère. Il avait prouvé qu'un esclave, même un enfant, pouvait frapper et faire mal à ceux qui se croyaient invincibles. Les semaines devinrent des mois. L'hiver passa, puis le printemps. Les recherches pour retrouver Ezra ralentirent, puis cessèrent.
Les autorités conclurent qu'il était probablement mort dans le bayou, son corps dévoré par les prédateurs. L'affaire fut classée. La plantation Belle-Rose fut vendue aux enchères pour payer les dettes de la succession Lavergne. Un planteur de Géorgie l'acheta à bas prix et commença à reconstruire. Les esclaves furent divisés et vendus à différents acheteurs. Jonas fut acheté par un planteur âgé qui cherchait quelqu'un pour raconter des histoires à ses petits-enfants. Thomas, Marie, Samuel et Ruth furent séparés et envoyés vers différentes destinations. Mais avant de partir, ils jurèrent de se souvenir, de garder vivante l'histoire d'Ezra, l'enfant qui avait osé se rebeller. Partout où ils allaient, ils racontaient l'histoire. Elle se répandait de plantation en plantation, transformée, embellie, mais avec toujours le même cœur. Un enfant opprimé qui avait choisi la vengeance plutôt que la soumission. Cette histoire donnait de l'espoir. Elle prouvait que les maîtres n'étaient pas tout-puissants, qu'ils pouvaient être blessés, détruits. Elle inspirait d'autres à résister, chacun à sa manière. Un outil cassé accidentellement, une récolte sabotée subtilement, une évasion dans la nuit. 1000 petits actes de résistance qui, ensemble, érodaient le système de l'intérieur. Les historiens débattent encore aujourd'hui de ce qui est vraiment arrivé à Ezra. Certains pensent qu'il est effectivement mort dans le bayou, succombant aux éléments ou aux animaux sauvages. D'autres croient qu'il a réussi à atteindre le nord et y a vécu sous une nouvelle identité. Des archives fragmentaires suggèrent qu'un jeune homme noir du nom d'Ezra Freeman s'est enrôlé dans l'armée de l'Union pendant la guerre civile, combattant avec une bravoure remarquable. Était-ce le même Ezra? Personne ne peut le dire avec certitude. Ce qui est certain, c'est l'impact de son acte. L'incendie de la plantation Belle-Rose devint un symbole pour les abolitionnistes du Nord. Ils l'utilisaient dans leurs discours pour illustrer la résistance noire à l'esclavage. Les journaux anti-esclavagistes publiaient des récits de l'événement, souvent très romancés mais toujours inspirants. Dans le Sud, l'affaire eut l'effet inverse. Elle renforça les peurs des planteurs. Ils augmentèrent la surveillance de leurs esclaves, durcissent les lois, intensifièrent les punitions. Les patrouilles nocturnes se multiplièrent. Mais toutes ces mesures ne faisaient que révéler leur peur croissante. Ils avaient compris que le système sur lequel reposait leur richesse était fragile, maintenu seulement par la terreur. Et si cette terreur cessait de fonctionner, tout s'effondrerait. Dans un petit cimetière près de ce qui fut la plantation Belle-Rose, il existe une pierre tombale simple. Elle marque la tombe collective des 23 personnes mortes dans l'incendie. Les noms sont gravés, y compris celui d'Antoine Lavergne et de sa femme. Des fleurs artificielles décorent la tombe, placées là par des descendants qui viennent occasionnellement rendre hommage. Pas loin, séparé par une clôture rouillée, se trouve l'ancien cimetière des esclaves. Pas de pierres tombales ici, juste de la terre tassée et des herbes folles. Pourtant, un chemin distinct traverse l'herbe, tracé par les pieds de visiteurs réguliers. Ce chemin mène à un vieux chêne, celui-là même où Séléna fut pendue. Quelqu'un a gravé sur le tronc, il y a longtemps, une simple inscription. Séléna, mère d'Ezra, morte pour la liberté. Chaque année, le jour anniversaire de sa mort, des fleurs fraîches apparaissent au pied de l'arbre. Personne ne sait qui les apporte. Peut-être des descendants des esclaves qui ont connu Séléna. Peut-être des militants des droits civiques qui honorent sa mémoire. Peut-être, pensent certains romantiques, Ezra lui-même, revenant chaque année honorer sa mère. La plantation existe toujours, transformée en musée historique. Les visiteurs se promènent dans les jardins restaurés, admirent l'architecture reconstruite de la grande maison, écoutent des guides raconter l'histoire de la région. Certains guides mentionnent l'incendie de 1859, mais présentent généralement Ezra comme un esclave dérangé mentalement, un cas tragique de violence insensée. D'autres guides, généralement des Afro-Américains locaux, racontent une version différente. Ils parlent d'un héros jeune qui a osé se battre contre l'oppression, qui a choisi la dignité plutôt que la survie, qui a prouvé que même les plus faibles peuvent secouer les fondations du pouvoir. Les deux versions coexistent, reflétant les divisions qui persistent encore aujourd'hui. Terroristes ou combattants de la liberté, meurtriers ou justiciers. Les réponses dépendent de qui pose la question et de quel côté de l'histoire on se place. Mais pour ceux qui comprennent vraiment ce que signifie l'esclavage, ce que cela fait d'être réduit à une propriété, moins qu'humain aux yeux de la loi, il n'y a pas de question. Ezra était un enfant qui aimait sa mère et qui a fait ce qu'il fallait faire quand on la lui a prise. La justice existe rarement pour les opprimés. Les tribunaux, les lois, les institutions sont contrôlés par les oppresseurs. Quand toutes les voies légales sont fermées, quand la simple survie devient une forme de collaboration avec le mal, alors la violence devient un langage, peut-être le seul que les sourds volontaires peuvent entendre. Ezra a parlé ce langage. Il l'a crié dans les flammes qui ont dévoré Belle-Rose.
Son message résonne encore, plus d'un siècle et demi plus tard. Il dit que les systèmes d'oppression ne sont pas éternels, qu'ils peuvent brûler, qu'un seul individu déterminé peut faire trembler les tyrans. L'histoire d'Ezra n'est pas unique. À travers l'histoire de l'esclavage américain, des milliers d'histoires similaires existent, la plupart jamais racontées, perdues dans le temps. Des révoltes, des sabotages, des évasions, des meurtres. Chaque acte de résistance était un refus de la déshumanisation. Chaque rebelle était un héros, même s'il était pendu ou brûlé vif ensuite. Nous nous souvenons d'Ezra parce que son acte était dramatique, visible, impossible à ignorer. Mais nous devons aussi nous souvenir de ceux dont les actes étaient plus petits, mais tout aussi courageux. La mère qui empoisonnait lentement le maître qui violait ses filles. Le forgeron qui sabotait les outils pour ralentir le travail. Le conducteur du chemin de fer clandestin qui risquait sa vie pour guider d'autres vers la liberté. Tous faisaient partie du même combat. Tous méritant d'être honorés. L'esclavage américain fut officiellement aboli en 1865, 6 ans après l'incendie de Belle-Rose. La 13e amendement à la Constitution mit fin à l'institution légale de l'esclavage. Mais l'héritage de ces siècles d'oppression persiste. Les inégalités économiques, les discriminations systémiques, les traumatismes intergénérationnels, tout cela découle directement de cette période sombre. Comprendre des histoires comme celle d'Ezra aide à comprendre pourquoi la guérison prend si longtemps. Quand on vous dit pendant des générations que vous êtes inférieur, quand on vous traite comme du bétail, quand on vous punit pour avoir osé apprendre à lire, les cicatrices ne disparaissent pas en une génération ou deux. Elles se transmettent, s'incrustent dans la culture, la psychologie collective. Les descendants des esclaves portent ces cicatrices. Les descendants des maîtres portent aussi un fardeau, celui de la culpabilité ancestrale, même s'ils n'étaient pas personnellement responsables. Tout le pays porte le poids de cette histoire. La nier ou la minimiser ne fait qu'empêcher la vraie réconciliation. Ezra nous enseigne que la résistance est toujours possible, que même dans les situations les plus désespérées, le choix existe encore. Peut-être pas le choix de victoire, mais le choix de dignité. Le choix de refuser la complicité avec sa propre oppression. Il nous enseigne aussi le prix de cette résistance. Selena est morte. Ezra, qu'il ait survécu ou non, a perdu son enfance, sa mère, toute chance d'une vie normale. La vengeance a un coût terrible. Parfois ce coût vaut la peine d'être payé. Parfois non. Ce n'est pas à nous, confortablement installés dans notre présent, de juger. La violence d'Ezra était-elle justifiée? La question elle-même est un luxe de ceux qui n'ont jamais été esclaves. Pour Ezra, pour les 200 autres esclaves de Belle-Rose, pour les millions d'autres à travers le Sud, la violence était quotidienne. Infligée à eux sans procès, sans pitié, sans fin. Retourner cette violence contre ses auteurs n'était pas une anomalie morale. C'était une réponse humaine naturelle à l'inhumanité systématique. Nous vivons maintenant dans un monde différent. L'esclavage légal a disparu, du moins dans la plupart des pays occidentaux. Mais l'oppression prend d'autres formes. L'exploitation économique, la discrimination raciale, les inégalités structurelles. Les mécanismes changent, mais la dynamique fondamentale reste. Certains bénéficient du système en place, d'autres en souffrent. L'histoire d'Ezra nous demande, que faisons-nous face à l'injustice? Acceptons-nous notre rôle, qu'il soit celui d'opprimé ou d'oppresseur? Ou choisissons-nous de résister, chacun selon ses moyens et son courage? La résistance ne doit pas toujours être violente. Elle peut être éducative, politique, culturelle, mais elle doit être réelle. Le silence complice est sa propre forme de violence. Ne rien faire quand on voit l'injustice, c'est choisir le côté de l'oppresseur. Ezra a choisi. À 12 ans, avec les moyens limités d'un enfant esclave, il a choisi. Il a frappé avec la force qu'il avait. Et ce faisant, il est devenu immortel, un symbole gravé dans la mémoire collective. Chaque génération doit choisir aussi. Face aux injustices de son époque, résistera-t-elle ou courbera-t-elle l'échine? Osera-t-elle parler quand le silence serait plus sûr? Agira-t-elle quand l'inaction serait plus confortable? L'enfant du bayou nous regarde à travers les années, ses mains brûlées tenant une allumette, sa mère se balançant au bout d'une corde, le feu montant vers le ciel nocturne. Il nous demande « Qu'auriez-vous fait ?» La réponse que nous donnons à cette question, non pas en mots mais en actes, définit qui nous sommes vraiment.